Le mini-débat Convainc-moi de ce jour va s'articuler autour de la thématique de la prochaine rentrée scolaire, que dire des revendications des organisations syndicales. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois le secrétaire général de la CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, porte-voix donc de tous les travailleurs du Bénin, Kassa Mompo. SG, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Juste à ma droite, évidemment, Laurent Roland Toniquet, qui est resté parce qu'au détour de ce qu'on a pu se dire à l'entame de l'émission, il y a quelques questions qui méritent d'être à nouveau soulevées. Et il se fera évidemment le plaisir de les soulever avec nous sur ce plateau. Alors, SG, je le disais à l'entame de l'émission aussi, la semaine écoulée, le gouvernement et les organisations syndicales ont eu une rencontre dans, on va dire, dans le cadre justement de la préparation de la rentrée scolaire, rentrée qui démarre dans quelques jours, c'est lundi prochain notamment. Vous n'y étiez pas, SG. Mais est-ce que la CSTB s'est quand même fait représenter à cette rencontre? Merci de me donner l'occasion ce matin de me prononcer encore sur cette rencontre qui, en fait, devrait avoir lieu il y a longtemps. Je vous rappelle que c'est la première session ordinaire de la commission de négociation centrale gouvernement et qui devrait se tenir et qui devrait mettre un accent sur les problèmes de l'école pour la rentrée. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, le gouvernement, pendant qu'il nous invitait, a mis une barrière. Ok. Laquelle? La barrière, c'était qu'il fallait avoir un pass vaccinal, un pass sanitaire, avant de participer au débat. Ce qui n'était pas... Ce qui paraissait bizarre parce que nous sommes des partenaires sociaux. Oui. C'est ça que j'ai dit au ministre. Lorsque j'ai reçu d'abord la notification, la lettre qui disait à l'avant-veille qu'il fallait avoir un pass vaccinal, j'ai répondu, j'ai écrit au ministre de la fonction publique qui est vice-présidente de la commission pour dire que je ne comprends pas. D'abord, le pass vaccinal, on n'en a jamais discuté. Et on est des partenaires. Il y a tellement de problèmes au niveau de tous les travailleurs du public, du privé, de l'école, de la santé, ainsi de suite. La première fois où on se rencontre, après les élections professionnelles qui ont désigné 3 confédérations les plus représentatives, on a mis sur pied la nouvelle commission de négociation. Et nous devrions être seulement 6 à représenter tous les travailleurs du Bénin. Alors, à cette seule occasion, on nous demande le pass vaccinal. Nous avons réagi, j'ai réagi pour dire, mais le pass vaccinal ou le pass sanitaire ne devrait pas être une exigence dans la mesure où, 1, le fait qu'on soit vacciné n'empêche pas qu'on contracte la maladie ou qu'on contamine l'autre. 2, lorsque on est donc vacciné, on doit continuer toujours de respecter les mesures barrières. Mais, donc on devrait aller là-bas, aller aux négociations, tout en respectant les mesures barrières. Vous pensez que, pour que les débats se déroulent le seul respect des gestes barrières suffit largement, c'est ça, pour tenir, suffisait largement pour tenir cette séance. Nonobstant, encore que le pass sanitaire, en fait, de la vaccination, c'est dit que c'est pour éviter les formes graves, bien évidemment, SG. Justement, mais bon, ne faisons pas le débat autour de cela, parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit sur ce plateau, en tout cas pour ce qui nous, on va dire, la thématique de ce mini-débat. Nonobstant, vous n'êtes pas, sans savoir, SG, que justement au détour du Conseil des ministres de la semaine surpassée, si je ne m'abuse, la décision elle a été prise, donnant justement mention de ce que désormais les rencontres officielles devraient se tenir avec cette condition d'avoir un pass sanitaire pour les participants. Oui, mais vous le saviez. Du coup, cette invite... Moi, je pense que c'est une recommandation du gouvernement. Oui. Et la recommandation telle qu'elle est faite, et lorsqu'on considère toutes les rencontres qui doivent se dérouler
tous les regroupements qui doivent se dérouler et qu'on met de côté les mesures barrières pour se focaliser sur le pass sanitaire, oui, qui ne devrait pas être obligatoire parce que la vaccination est un acte volontaire, ça ne devait pas être un acte obligatoire. Et c'est là où ça devient arbitraire. D'accord. On aura compris en tout cas la raison. C'est pour ça que oui, les travailleurs protestants, même dans le monde entier, vous suivez, jusqu'en France, partout, oui, tout le monde proteste contre l'obligation de la vaccination. Donc, alors, la vaccination devait être volontaire. N'empêche qu'en France, par exemple, ça démarre aujourd'hui, la mise en application de l'obligation vaccinale absolue pour les agents de la santé. Fermons la parenthèse, SG. Non, ça ne démarre pas aujourd'hui. Fermons la parenthèse. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui, en tout cas, l'obligation. Et justement, on va dire que la répression démarre aujourd'hui. Jusqu'à il y a 5 jours. Oui. Ça marchait encore, bien sûr. Le week-end dernier encore, il y a eu des marches. Il y avait 350 000. Bien sûr. Le 8 dernier, il y avait 350 000 agents de santé non vaccinés. Bien sûr, bien sûr. Sur TF1 que je l'ai suivi. Fermons la parenthèse. Et l'ordre des médecins, c'est important, puisque le Bénin se réfère souvent à la France. L'ordre des médecins de France malheureusement a contesté, malheureusement, a contesté la décision de Macron de cette imposition de la mesure vaccinale. Bien sûr. Donc, on aura compris en tout cas. Donc les travailleurs béninois ont raison de protester, de résister. On aura compris l'absence, d'accord, ce qui justifie. Moi, je représente les travailleurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne peux pas aller là-bas pendant que arbitrairement on impose aux travailleurs une mesure vaccinale et que moi, je suis libre d'être vacciné ou non. Mais vos collègues secrétaires généraux sont partis. D'autres y ont participé. Ils sont libres. Ils sont libres de participer, mais en tant que représentants des travailleurs, normalement, ils devaient même protester contre le fait qu'on exclut un travailleur à cause du pass vaccinal. Alors bon, bien évidemment, on laisse ce débat. Oui. Les revendications des travailleurs, justement, ça a été le point fondamental qui a réuni les centrales syndicales et le gouvernement. Oui. Dites-nous, est-ce que vous avez pu envoyer déjà d'abord vos revendications ce jour-là? Vous avez... Bon. Évidemment, lorsque ma délégation a été empêchée de participer, d'abord j'avais envoyé déjà à plusieurs reprises les revendications. Il y avait le cahier de revendications transmis le 1er mai. D'accord. J'ai dû faire un point de presse pour rappeler aux travailleurs et aux autorités que l'absence de la délégation de la CSTB ne veut pas dire que les revendications des travailleurs ne sont pas connues. J'ai fait un point de presse où j'ai rappelé que les revendications des travailleurs sont connues il y a très longtemps. On les a ajoutées, je les ai rappelées. Par exemple, puisque pour cette rencontre-ci, pour la rentrée, si je prends le premier point de l'ordre du jour qui concerne la rentrée, elle dit par exemple que les gens savent il y a très longtemps qu'ils se posent le problème de manque criard d'infrastructures, des salles de classe, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université, le manque criard d'enseignants au primaire, au secondaire et même à l'université. Au secondaire, par exemple, où c'est le système d'aspirana, justement, où on recrute des enseignants. Des gens qui sont aspirants, il y en a qui sont aspirants, on les appelait vacataires avant, depuis 10 ans. Mais on continue de les appeler aspirants. On les recrute, ils passent un test et réussissent. Et au lieu de les recruter en bonne et due forme et faire d'eux des agents assermentés de l'État, qu'on doit traiter correctement, on les met à part, on leur donne une masse horaire colossale, 30 heures, pendant qu'on les traite de façon discriminatoire. Ils ont un maigre salaire, ils ne sont pas payés pendant les vacances, ils n'ont pas les avantages de primes de rentrée que les autres enseignants ont. Et puis ils sont là. Voilà des gens qui ont fait des heures supplémentaires depuis 2 ans, ils n'ont pas eu leurs heures supplémentaires. Voilà des gens qui n'ont pas bénéficié de primes de rentrée.
Voilà des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont effectuer la rentrée scolaire. Ils ont des enfants, ils ne savent pas. D'abord, ils n'ont pas de moyens pour inscrire leurs enfants. Oui. Ils ne savent pas où inscrire leurs enfants parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils seront affectés. Et on va attendre encore en fin septembre ou octobre pour les affecter. Et ils iront quelque part pour quelques mois. On fait d'eux des tâcherons, alors que c'est eux qui constituent le levier de l'école dans notre pays. Normalement, il faut... J'ai vu une lettre qu'ils ont écrite. Ils revendiquent une prime spéciale de rentrée scolaire. Ils ont raison. Il faut que le gouvernement leur trouve une prime de rentrée pour leur permettre d'aller effectuer la rentrée. Il faut que le gouvernement les recrute. Parce que ça, ce que je dis là, c'est une revendication immédiate. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite là qu'on puisse leur donner une prime spéciale de rentrée. Il faut tout de suite qu'ils soient classés, mais il faut qu'à moyen terme, d'ici quelques mois, qu'ils soient recrutés en bonne et due forme. Mais il faut leur donner la masse horaire normale qu'on donne aux autres agents de l'État. Ce n'est pas normal qu'on fasse une discrimination. Donc, voilà un peu, ils ont raison. Ça fait que la qualité de notre école en dépend. Mais est-ce que en dehors de vous, SG, secrétaire général des confédérations syndicales, est-ce que les deux enseignants sont solidaires vis-à-vis de ces aspirants, bien évidemment? Mais bien sûr, chaque fois que vous entendez les différents responsables syndicaux en parler, ils en parlent, ils le revendiquent. Oui, les responsables en parlent, mais justement, leurs collègues enseignants dans les écoles, dans les collèges, est-ce qu'ils sont vraiment solidaires de ceux-là? Ils sont solidaires, ils n'ont peut-être pas organisé de mouvement pour ça, mais ils sont solidaires. L'année dernière, lorsque les aspirants ont organisé des protestations, c'est vrai, jusque-là, les gens ne manifestent pas leur solidarité de façon visible. Mais il faut le faire. Mais je pense que d'ici là, ils le feront. Parce qu'eux-mêmes souffrent. Le fait que les aspirants soient maltraités, non seulement c'est leurs frères, c'est leurs camarades, c'est leurs collègues. C'est leurs enfants parfois. C'est leurs enfants parfois. Mais ça fait aussi qu'eux-mêmes ne se sentent pas à l'aise. Alors, indépendamment de la question donc, de l'aspirana, y a-t-il d'autres revendications? Et qu'en est-il concrètement aujourd'hui au sortir de cette rencontre? Lorsqu'on parlait du truc des enseignants, il faut dire que par rapport à l'éducation, on ne peut pas oublier de rappeler la question du programme d'enseignement. L'instruction, jusqu'aujourd'hui, dans notre pays continue d'être néocolonial. Le fait qu'on continue de dire l'école doit se faire en français, c'est le français qui est la langue officielle, fait que notre école est inadaptée à nos réalités. Nous fabriquons des sans-emploi parce que notre produit, finalement, n'est pas adapté à nos différentes réalités. Il nous faut revoir le programme. Il faut que l'instruction se fasse dans nos langues nationales. L'UNESCO a dit qu'on ne peut pas se développer dans une langue d'autrui. Donc ça, c'est un problème réel. Il faut que les différents problèmes des enseignants, les statuts particuliers par exemple, les statuts particuliers des enseignants. Si je prends l'exemple des inspecteurs de l'enseignement secondaire, voilà des gens qui ont passé concours, ont fait la formation, mais lorsqu'ils se retrouvent sur le terrain en tant qu'inspecteur, corps de contrôle, concepteur, mais ils sont traités comme s'ils étaient professeurs certifiés. Ils n'ont rien de spécial en tant qu'inspecteurs. Ils ne sont même pas respectés. Vous avez suivi les années passées comment on a mis même en prison des inspecteurs pour des futilités. On dit qu'il y a eu examen, il y a eu fraude pour l'examen blanc dans un département et on met un inspecteur en prison comme si c'était lui qui avait organisé la fraude. Bref, il faut respecter les inspecteurs, il faut revoir leur statut particulier pour qu'ils se sentent considérés et encouragés et ayant les moyens. La dernière fois, j'ai suivi. Quel est le contenu du statut particulier des enseignants? Des inspecteurs? Des enseignants en général, le statut particulier, le contenu. Les statuts particuliers ont prévu devraient prévoir comment évolue l'enseignant depuis son recrutement jusqu'à sa retraite.
les différents avantages qu'on devrait donner. Alors, vous avez un temps suivi que le comité paritaire près la fonction publique, dont je suis le premier vice-président, avait fait des statuts particuliers, avait prévu des choses du temps de l'ancien président, mais qui, finalement, le gouvernement n'a pas voulu. Ce qui a été retenu, signé, c'est des trucs dérisoires qui ne représentent rien. C'est pour ça qu'il faut que ces statuts particuliers des enseignants soient repris. Parce que vous allez au Burkina tout près, l'enseignant n'est pas traité comme au Bénin. L'enseignant est respecté et traité et les primes qu'il reçoit sont plus importantes que ce qui se passe au Bénin. Donc, les différentes conditions. Les conditions des élèves aussi, il faut pouvoir voir comment améliorer les conditions. C'est-à-dire des élèves, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les frais de scolarisation au niveau... Il y a certains élèves qui n'arrivent pas à payer les frais scolaires jusqu'à aujourd'hui. La gratuité de l'école pour tous n'est toujours pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Et si vous allez au niveau de l'enseignement supérieur, c'est plus grave. Allez au Sénégal, vous faites le DS et pour le DE, comment on appelle, après la licence professionnelle. Là. Oui. La maîtrise? Non. Le master? Le master, pour faire un master, ce n'est pas aussi cher. C'est vrai que sur ces dernières années... Ça veut dire que vous prenez l'enseignement supérieur gratuit pour les étudiants de la première année? Non, pas nécessairement gratuit, mais abordable. Abordable. Pour que les enfants des pauvres ou des moyens puissent avoir accès à l'université. Aujourd'hui, pour que votre enfant puisse aller à l'université, il faut être nanti. Il faut être millionnaire. Il faut être millionnaire. Osons le dire. Enfin, parce que dans le privé. Lorsque vous payez les frais d'écolage, il faut maintenant louer, il faut l'entretien, ainsi de suite. Il n'y a pas de bourse pour des gens pour faire le master. Et pour quelle finalité? Parce que parfois on sort et il n'y a pas de boulot. Pour produire un sans-emploi. Un sans-emploi, donc qui n'est même pas adapté à son milieu. Donc, vraiment, autant de problèmes. Et puis, au niveau de l'université, là, si par exemple, on ne revoit pas la question de nomination, les réformes qui ramènent les nominations, ça, c'est grave. On faisait un pas déjà. Le fait de réussir... Vous pensez que c'est un recul? Oui, c'est un recul. Le fait de réussir à organiser les élections, à faire participer la communauté universitaire. J'ai entendu le président de la République dire une fois que lui il souhaiterait que les étudiants participent à l'évaluation des professeurs. Oui. Ça s'entend. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la meilleure manière de démarrer cette évaluation, c'est d'abord de permettre aux étudiants de participer au choix des responsables de l'université. Bien évidemment. C'est très important. Parce que si on nomme, dans notre pays, tout le monde sait ce que les nominations représentent. Parce que pour nommer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est politiquement proche de vous, ou par rapport à la religion, il est proche de vous, ou c'est quelqu'un qui est de votre famille. Enfin, il faut des affinités. Il faut des affinités. Donc, ce n'est pas nécessairement la science, les réseaux scientifiques. On est à l'université, où c'est la science, c'est le lieu par excellence de la science et de la culture. Mais donc, il faut normalement respecter un minimum de critères de choix des dirigeants pour être sûr qu'on va choisir des gens qui sont proches de la volonté de l'ensemble de la communauté universitaire. Dans la réforme que propose le gouvernement, il y a tout un processus qui permet de choisir celui qui peut-être remplit les conditions. Non, c'est une nomination. On dit appel d'offres. Alors, c'est pas une entreprise, on dit appel d'offres, que même quelqu'un de l'étranger, tout le monde sait. Alors, on dit appel d'offres là, même pour choisir. Non, mais le recteur sera choisi sur la base de ce qu'il propose pour l'université, bien évidemment. Et il sera choisi par qui? Pas une commission. Une commission, ce n'est pas une élection. On peut prêter bonne foi quand même à la commission et à l'autorité. Mais c'est comme ça toujours. La commission est patronnée par qui? Les revendications. C'est le gouvernement qui va choisir. Vous en avez parlé, les revendications, au terme de cette rencontre avec les centrales syndicales. Qu'est-ce qui a été retenu? Est-ce que vous avez pu avoir satisfaction par rapport à certaines revendications? Et qu'est-ce que vous, particulièrement, vous proposez, bien évidemment? Évidemment, vous
vous m'avez détourné sur mes choses là, lorsque, effectivement... On est tenu par le temps. Par rapport aux revendications, j'ai rappelé ce qui concernait les enseignants. Mais ce qui concerne les autres travailleurs, il y avait d'autres revendications. Et lorsqu'on parle même des enseignants, il y a par exemple aussi, dans le manque d'enseignants, il y a la question des 305 enseignants radiés de la fonction publique. On pose le problème, puisque le président parle du social, mandat social. Il faut que, donc, le hautement social. Il faut qu'il pense à comment les ramener. Pour ce qui est des autres travailleurs, nous avons rappelé le problème des travailleurs qui sont aussi emprisonnés arbitrairement, tels que les Laurent Métaillon, les Edouard Adégoké et autres. On a posé le problème de leur libération et le problème de la réintégration de tous les travailleurs qui ont été arbitrairement radiés de la fonction publique. Je veux parler par exemple du forestier Patrice Trépeau, des 27 policiers qui ont été radiés et arbitrairement radiés. Arbitrairement, dites-vous. Vous pensez qu'on ne leur reproche pas quelque chose de pertinent? Non, mais c'était des trucs de gestion de leur... comment on appelle, des sous qui ont été confiés. Mais lorsque les gens ont commencé par faire le point, ils ont constaté que si on devait radier ça ne serait pas 27. Hein. Non, ce n'est pas 27. Dans ce les cas, gens n'avaient même pas été formés. C'est après ça qu'on a commencé par former les gens. Dans ce cas, s'ils sont coupables de mauvaise gestion, vous pensez qu'ils ne sont pas coupables de mauvaise gestion, c'est justement ça. La responsabilité incombe beaucoup plus à l'État. C'est après les avoir radiés qu'on a commencé par maintenant former les gens sur comment il faut gérer. Donc, ces questions-là, on a rappelé. On a rappelé aussi la question des différents rappels qu'on doit, les actes qui permettent de payer, d'avancer les salaires, de payer les rappels aux travailleurs et même aux retraités. Et on a rappelé les différentes revendications sectorielles des travailleurs, que cela soit des travailleurs contractuels qu'on a retraités de façon prématurée sans prendre des précautions, que cela soit les anciens travailleurs de PLM, Alédio et autres qu'on avait pratiquement interrompu de la fonction publique sans leur payer leurs droits. Il y a un certain nombre de revendications des travailleurs qui sont sur la table du gouvernement, qui sont connues et qui doivent être traitées. Bon, mais de toute façon, le point c'est que rien n'a été pour l'instant. Pour revenir à la question de la rentrée, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse par rapport à cette mini-discussion. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Au terme donc, de cette rencontre qu'il y a eu entre gouvernement et organisations syndicales, qu'est-ce qu'on retient concrètement? On sait par exemple qu'il y a aussi cette question qui interroge beaucoup les enseignants liés à la pandémie donc, du coronavirus, donc un qui estime qu'il faudrait peut-être reporter la rentrée. Est-ce que finalement on s'est entendu, organisations syndicales et gouvernement, pour que cela puisse se tenir quand même dans des conditions qui conviennent à tout le monde? Encore que vous avez déjà reçu vos primes de rentrée? Non, les primes de rentrée, certains en ont reçu, d'autres n'en ont pas reçu. D'autres pas encore. Il y a des enseignants qui m'ont appelé pour dire qu'ils n'en ont pas reçu. D'accord. Par exemple, même ceux qui sont à Aura Bank, curieusement, n'ont pas reçu. Tous ceux qui ont leur compte à Aura Bank n'ont pas reçu. C'est un petit coup de pub pour la structure, mais bon, passons. Je ne sais pas, certainement, il y a peut-être un défaut de dysfonctionnement là. Dysfonctionnement, d'accord. Pour revenir donc à la question que je posais. Vous parliez de... Oui, la crise liée au coronavirus, certains enseignants qui sont... Bon, d'abord, de façon générale, par rapport à cette crise, bon, j'ai entendu dire que les gens ont demandé le report de la rentrée. En réalité, le report de la rentrée n'est pas une solution par rapport à la crise. Le problème de la crise, c'est de prendre des dispositions ardues. Des dispositions ardues pour qu'il n'y ait pas de contamination. Que la rentrée ne nous emmène pas. La rentrée ne nous amène pas. Et c'est pour ça que c'est encore et toujours les fameuses mesures barrières. Et c'est là où, donc, le problème, puisque le gouvernement était prévenu qu'avec le Covid,
ou la Covid, je ne sais pas si c'est le Covid ou la Covid. C'est là, mais les deux sont valables. C'est là, mais ça va aussi. Les deux restent valables. Comme quelqu'un le disait, oui. le rail ou la rail pour que le train passe. Voilà. Donc, je pense que si les dispositions devaient être prises pour déjà que nous ayons des effectifs raisonnables dans des salles de classe justement. Pour respecter les mesures barrières. C'est de ça qu'il s'agit. Mais a-t-on les moyens aujourd'hui de cette politique aujourd'hui? Mais c'est ça qu'il faut rechercher. C'est ces moyens-là, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Est-ce que le gouvernement a donné des engagements par rapport à des mesures prises dans ce sens? Le gouvernement n'a pas donné des engagements. Le gouvernement parle de vaccination. Oui. Et puis, ce que je ne comprends pas, pour une maladie qui, dans notre pays, si on regarde comment les gens meurent chaque jour d'autres maladies, depuis pratiquement, on a déclaré 15 000 malades contaminés. Infectés, en tout cas. Infectés. On dit 141 malades. Oui. Et décès. Oui. Si on prend 141 divisé par même les 15 000, quel est le rapport, le taux de... Mais on ne va pas tenir compte de ça, justement. Non, le taux de létalité. Mais le problème, c'est que lorsqu'on banalise ça, ou on dit que c'est grave, et qu'on décide de vacciner, avec un vaccin qui n'a même pas encore une autorisation définitive, on va pas s'attarder sur le débat du vaccin, peut-être on trouvera d'autres on ne connaît pas les conséquences véritables du vaccin. Justement, pour la rentrée scolaire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts pour la rentrée scolaire le lundi 20 septembre? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les parents peuvent être suffisamment rassurés que les enfants iront dans les classes lundi? Ce n'est pas à moi de répondre à la question. Mais vous avez reçu les primes de rentrée, justement. Vous l'avez confirmé. C'est le gouvernement qui répond. La rentrée scolaire, ce n'est pas seulement les primes de rentrée. Je viens de vous dire que les aspirants, les fameux aspirants qui constituent pratiquement 80%. Mais qui n'ont pas de pouvoir, justement. Qui n'ont même pas encore été. Ceux qui avaient été recrutés, qui doivent être reconduits, jusque-là, sont encore à la maison. On ne leur a rien dit. On dit qu'on veut recruter de nouveaux aspirants. On n'a donné aucune prime aux aspirants jusque-là. Vous voulez dire que le nouveau ministre Yves Tchabi-Kouaro, bien évidemment, un journal l'écrivait ce matin, 2 journaux l'écrivaient, et 100 jours à la tête de ce ministère, il a comblé les attentes des enseignants. Vous voulez dire qu'il n'a pas comblé les attentes de ces enseignants, bien évidemment? Combler les attentes par rapport à quoi? Les attentes des enseignants, c'est que les enseignants soient recrutés en nombre suffisant et que leurs conditions de vie et de travail soient améliorées. Oui, mais n'y a-t-il pas... Qu'est-ce qu'il y a eu comme recrutement depuis qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration de conditions de vie et de travail des enseignants depuis qu'il est arrivé? Moi, je n'ai pas appris. Il s'agit de faire à moins que les mesures soient cachées quelque part. Il s'agit de faire avec les moyens de bord, comme on le dit souvent. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas risque de ce que justement l'on recrute assez d'enseignants et qu'après qu'il y ait justement des impayés? Donc à un moment donné, il faut faire avec les moyens. Non, je pense que c'est une question de priorité. Il y a beaucoup de milliards coulent dans d'autres secteurs et dans des choses. Et les gens ne manquent pas de moyens. Oui, je pense qu'il y a possibilité. C'est le gouvernement justement qui détermine les priorités dans le pays. Le gouvernement a la possibilité de régler un certain nombre de problèmes. Ça fait il y a des priorités dans des priorités. Alors, l'éducation, on dit sans éducation, il n'y a pas de nation. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Moi, je pense que le gouvernement a la possibilité de faire un minimum quand même. Par rapport au recrutement des enseignants. Et je mets l'accent sur les aspirants. On ne peut pas continuer de les appeler aspirants. Il y en a qui enseignent il y a 10 ans. On les recrute. Il faut d'abord immédiatement commencer par leur donner une prime de rentrée, les recruter, les affecter en même temps. Pour finir sur la question des aspirants, n'est-ce pas déjà, on va dire quoi, une sorte d'avancée quand on passe de vacataire à aspirant? Non. C'est un recul. Un recul, d'accord. C'est un recul parce que le vacataire
pouvaient avoir un peu plus d'heures de vacation. Oui, mais là, c'est structuré. Mais là, c'est structuré, c'est un processus qui conduira peut-être plus tard, justement, à un statut, on va dire, plus embelli. C'est un recul. D'accord. Pour finir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement ce matin pour rassurer les parents d'élèves et les enfants aussi? Les enfants aussi. La rentrée aura bel et bien lieu lundi prochain. Ce que j'ai envie de dire au gouvernement, c'est que ils nous ont invités à la table de négociation, comme à chaque veille de rentrée. Oui. Et visiblement, je ne vois pas des dispositions qui sont prises pour que la rentrée se déroule bien. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions hardies pour recruter les enseignants en nombre suffisant et les mettre dans de bonnes conditions. Les aspirants doivent être recrutés. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour que les questions des effectifs dans des différentes classes soient respectées pour éviter les trucs de contamination dans les mesures barrières. Il faut que le gouvernement revoie les questions des frais d'inscription dans des établissements au niveau surtout des universités pour que les pauvres puissent inscrire leurs enfants, que cela soit pour les licences professionnelles ou pour les masters. Il faut que le gouvernement puisse faciliter la tâche donc aux citoyens qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'extérieur ou qui n'ont pas de grands moyens, tout simplement. Pour que ceux-là puissent véritablement inscrire offrir l'instruction à leurs enfants. Évidemment, les parents, comme toujours, doivent s'apprêter pour faire le minimum pour pouvoir accompagner les enfants. Justement, et suivre. Il faut que les parents s'intéressent aussi à ce que le gouvernement fait. Il ne faut pas être là seulement pour condamner les enseignants. Les enseignants, ils font grève, il faut s'intéresser à ce que le gouvernement fait. C'est l'éveil des parents qui donnera de la force. Qui donnera de la force. Et c'est pour ça que je dois féliciter l'UNAPEB, l'Union nationale des associations des parents d'élèves, de Paul Kouloupo. Parce qu'en fait, il y a la FENAPEB qui depuis toujours est là, mais qui on constate qui ne s'intéresse pas véritablement aux parents d'élèves. Mais il y a l'UNAPEB de Paul Kouloupo qui suit les choses et qui attire l'attention du gouvernement sur les choses. Donc voilà. Merci. Il faut rappeler bien évidemment aux parents de mettre à la disposition de leurs enfants des masques, bien évidemment. Évidemment, des gels hydroalcooliques et tout le reste pour pas que cette rentrée scolaire. Mais ce n'est pas seulement aux parents de le faire. Le gouvernement aussi doit pouvoir le faire. Et surtout le gouvernement. Vous voyez un paysan chercher gel hydroalcoolique pour aller donner à chose. Est-ce que lui-même a trouvé c'est le gouvernement qui doit prendre. Liquide au moins. Du savon liquide. Dans un village. Du Congi, le Congi ou je ne sais pas. Merci AG. Merci AG. En plateau, donc, aborder cette question liée aux revendications des organisations syndicales avec nous dans le cadre de la rentrée scolaire. Ça démarre le lundi prochain. On va en profiter déjà pour souhaiter une bonne rentrée des classes à tous les acteurs donc, du secteur. Justement aux aspirants, beaucoup de courage aux aspirants. Bien sûr. Et je continue de croire que c'est un processus qui va conduire justement à un mieux-être pour les uns et les autres. Oui, il faut que ça vienne tôt. Absolument. Le gouvernement y travaille et le ministre, justement, il travaille également. Yves Chabi-Kouaro. Roland Tonekes, merci. Merci Ahmed. On se retrouve, merci AG. Merci. On se retrouve demain. Oui, bien évidemment. Vendredi peut-être. C'était le convoi moi de ce jour, chers amis.